Merci de nous rejoindre sur votre support média habituel, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette conférence de presse du ministre de la Santé publique sur la situation de la riposte au VIH-Sida, mais également au Covid-19 dans notre pays. Comme vous le savez, aujourd'hui est 1er décembre et c'est une journée consacrée à la lutte contre le VIH-Sida à travers le monde. Et le Cameroun n'est pas resté en marge. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'une des dorsales de cette sortie du patron de la santé au Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, vient apporter d'autres éléments d'explication et de compréhension de la clé de lutte contre ce fléau qui décime les populations depuis plus de 4 décennies dans notre pays. Ladies and gentlemen, you are welcome to this press conference by the Minister of Public Health on the response to the HIV/AIDS and COVID-19 pandemic in Cameroon. I would like to propose to you, first of all, Dr. Manaouda Malachi, and just after that, we'll collect all the preoccupation, your preoccupation, here by the professional of media, the journalist, if you want. Thank you very much. I would like you, please, to pay a special attention to the head of this department, Dr. Manaouda Malachi. Monsieur le ministre, merci de prendre la parole. Monsieur le représentant personnel du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous réitérer ma sympathie et ma gratitude pour votre constante disponibilité toutes les fois que vous êtes sollicité pour un partage de l'information et des faits sur la situation sanitaire de notre pays. Comme vous devez déjà le savoir, cette année 2020 est fortement marquée par la riposte contre la pandémie du Covid-19, dont notre pays n'a pas été épargné dès le début. Mais il convient également de noter que grâce à la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, et notamment dans ce qu'il a pris comme décision, le Cameroun est resté comme toujours résilient face à l'adversité. Le gouvernement a donc pris l'option de conduire les principales activités et les chantiers qu'il avait entamés. Sous ce rapport, conformément aux très hautes directives du chef de l'État, le gouvernement a lancé cette année la politique d'exemption des frais liés aux services de prise en charge du VIH-Sida dans les formations sanitaires publiques et les organisations à base communautaire. Permettez-moi donc de saisir le prétexte, légitime d'ailleurs, de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour vous entretenir dans un premier temps sur l'état de la riposte contre, cette fois-ci, le VIH-Sida dans notre pays. Mesdames et Messieurs, il vous souvient qu'en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Comité national de lutte contre cette maladie s'est réuni le 17 novembre dernier dans le cadre de ses assises statutaires pour le compte de l'année 2020. La rencontre a servi de cadre pour le lancement officiel des activités de la 5e édition du mois camerounais contre le sida sous le slogan bien connu « Agissons ensemble pour protéger les personnes vulnérables ». Pendant près de 3 semaines, la quasi-totalité des acteurs de la riposte s'est mobilisée sur l'ensemble du territoire national pour apporter des réponses idoines aux préoccupations des populations camerounaises en général et aux cibles les plus vulnérables en particulier. Je pense notamment aux jeunes et principalement aux jeunes filles, aux femmes, aux populations clés et aux personnes vivant avec le VIH. D'intenses activités de renforcement des capacités de prévention et de promotion des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant
de dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH ont été organisés à travers le pays, dans le respect, bien entendu, des mesures barrières édictées par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19. C'est donc l'occasion pour moi d'exprimer, une fois de plus à chacun d'entre vous, entendez les autres départements ministériels, les organisations à base communautaire, les ONG, les responsables des entreprises publiques, parapubliques et privées, les confessions religieuses, mes encouragements pour votre participation active à la mobilisation de vos cibles respectives en faveur de la lutte contre le VIH et le sida. Cela démontre la multisectorialité et la multiparticipation à la riposte, mais aussi le témoignage de votre engagement à l'atteinte des objectifs 95, 95, 95, synonyme de l'élimination de cette pandémie à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler le thème de cette 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, qui est solidarité mondiale, responsabilité partagée. Ce thème nous interpelle tous. En effet, 40 années de réponse à l'épidémie du VIH ont généré une expérience significative ainsi que des enseignements quant à l'importance d'une approche basée sur les droits humains afin d'assurer des réponses efficaces et équilibrées à l'épidémie. Nous avons capitalisé cette expérience en impliquant les communautés des personnes vivant avec le VIH dès le début de la pandémie du Covid-19 dans toutes les mesures de la réponse. Ce qui nous a permis d'instaurer la confiance pour assurer la pertinence et l'efficacité des interventions afin d'éviter des préjudices indirects ou imprévus et de garantir le partage fréquent d'informations. Les résultats obtenus sont encourageants et nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Il est important de relever que malgré le contexte sanitaire mondial précaire, nos efforts communs et notre engagement collectif dans le cadre de la riposte au VIH ont permis des avancées significatives. Près d'1 250 000 personnes ont été testées, dont 329 218 femmes enceintes. 37 400 personnes vivant avec le VIH ont été nouvellement identifiées et 30 061 personnes mises sous traitement ARV. La file active est croissante, malgré qu'un léger relâchement ait été observé au mois de février dernier. L'impact du Covid à partir du mois de mars n'est pas à négliger non plus. Les examens de charge virale sont accessibles et disponibles désormais. Nous avons intensifié la lutte contre la stigmatisation et la discrimination pour promouvoir l'adhérence au traitement et ainsi renforcer la rétention sous soins des personnes sous traitement afin de réduire les cas d'échec thérapeutique et de résistance du virus. Ces résultats sont d'ailleurs le fait d'une mesure d'exemption des frais liés à la prise en charge de cette pathologie. La mesure connue sous le vocable de l'élimination des use fees a effectivement démarré, comme vous le savez, le 1er janvier 2020 dans les 10 régions de notre pays. Sa mise en œuvre progressive a connu un ralentissement lié non seulement à la mobilisation tardive des financements, à l'impact négatif de la pandémie du Covid-19, mais aussi à quelques incompréhensions au niveau de certaines formations sanitaires. Cette mesure politique audacieuse, prise par le chef de l'État, son Excellence, fait suite à plusieurs autres visant à améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, notamment une réduction des coûts des services, voire même leur gratuité. Rappelons tout de même que les initiatives de gratuité ont commencé en 2007 par les ARV, puis d'autres services ont été inclus tels que la prévention des infections opportunistes, le dépistage du VIH chez la femme enceinte, leurs partenaires et les enfants de moins de 15 ans,
ainsi que le dépistage précoce de VIH chez les enfants exposés à cette maladie. Ladies and gentlemen, to sustainably capitalize on our intervention, we will need to mobilize a lot of resources. Funding available for the fight against AIDS remains insufficient. We therefore invite our partners to maintain their funding efforts, which must be sustained over time in order to avoid the interruption of long-term treatment, which is beneficial and vital for patients. The government of the Republic, on its part, is determined to relentlessly pursue its investment in prevention and to strengthen its contribution to subsidized treatments. Our call to partners who have already shown their goodwill and to those who happy to join us because of the quality of our policies, our call, I said, is coupled with message of confidence. Confidence in the political will that exists in Cameroon at the highest level, confidence in the efficient and transparent use of the resources allocated to us and which go directly to the beneficiaries. I thank all those who tirelessly invest themselves in this cause, in particular the First Lady of Cameroon, Madame Chantal Biya, the United Nations systems, bilateral and multilateral cooperation, NGOs and associations. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, attardons-nous à présent sur la situation de la réponse contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun, qui a su jusqu'ici combattre, résister et même repousser le Covid-19 qui s'est imposé dans nos sociétés dès le mois de mars, provoquant ainsi des bouleversements considérables de notre manière de faire et de penser. Par sa virulence et son mode de contamination rapide et à grande échelle, ce virus a radicalement changé notre rapport aux autres et pourquoi pas au monde. Durant de longs mois, nous avons consenti d'énormes ressources humaines, logistiques et financières pour limiter et contenir la propagation de ce virus. Nous avons sollicité l'expertise de nos spécialistes les plus pointus et bénéficié de l'accompagnement de nos partenaires habituels pour mettre en place des stratégies adaptées à notre contexte, à notre réalité. Sur la base des prescriptions de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, le gouvernement, sous la conduite de son chef, le Premier ministre, a multiplié les ajustements de notre stratégie nationale de riposte afin d'adapter les solutions préconisées à la cinétique évolutive de la maladie. Rappelons-nous d'ailleurs qu'à la politique de décentralisation de la riposte, qui a davantage favorisé l'implication active des collectivités territoriales décentralisées, s'est ajoutée la permanence de la sensibilisation aux gestes essentiels de protections individuelles et collectives et la systématisation des tests de dépistage massif pratiqués selon la formule 3T, entendez traquer, c'est-à-dire rechercher des cas, tester le testing massif et traiter la prise en charge gratuite des cas. L'ensemble des efforts ainsi déployés chaque jour depuis 9 mois déjà nous ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants, du reste toujours provisoires sur le plan sanitaire, avec pour conséquence logique la reprise progressive et sécurisée des activités économiques, socio-culturelles et sportives, ainsi que le sentiment du retour à une vie presque normale. Autant dire, et tout le monde l'a constaté, le retour à une vie entre guillemets un peu trop normale d'ailleurs, ouvrant malheureusement à nouveau des opportunes brèches à la réémergence de ce virus. Les multiples efforts cités ci-dessus nous ont également conduits à réaliser des performances remarquables en matière de gestion des ressources diverses mises à contribution. Ce qui justifie par exemple la reconnaissance du Fonds monétaire international qui, à travers son directeur général,
a salué le 21 octobre dernier à Washington la transparence dont fait montre notre pays dans l'attribution des contrats aux entreprises dans le cadre de l'exécution de notre plan de riposte contre la pandémie. Dans la même veine, l'Organisation mondiale de la santé, dans un classement récent des pays ayant le mieux géré la pandémie, a pour le cas du continent africain reconnu 2 pays, dont le Cameroun, comme ayant le mieux assuré la gestion de cette pandémie. Toutefois, en dépit du satisfecit des organismes internationaux de la chute du nombre des contaminés, du contrôle de la maladie, nous avons régulièrement appelé à la plus grande prudence en raison de ce que le virus peut exploiter une seule faille et recommencer à contaminer des communautés tout entières. En raison aussi de ce que le virus a la faculté de devenir plus agressif lorsqu'il mute. Les mises en garde répercutées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le chef du gouvernement lors des réunions hebdomadaires du comité interministériel chargé de l'évaluation et du suivi de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie, n'ont finalement pas eu raison du relâchement total observé et décrié dans notre société actuellement. Face à ce constat alarmant, le ministre de la Communication, dans un communiqué officiel daté du 2 novembre 2020, a cru bon d'exhorter la très grande majorité de nos compatriotes à reprendre la pratique des principales mesures barrières. Mesdames et messieurs, le tableau récapitulatif de la situation épidémiologique souligne que nous avons atteint la barre des 24 189 cas confirmés. Si 22 939 personnes ont pu guérir de cette maladie, 813 cas actifs sont répertoriés et 62 patients actuellement suivis dans nos unités de prise en charge dédiées. Heureusement, 6 seulement de ces patients nécessitent une mise sous oxygène. À ce jour, nous enregistrons 437 décès malheureusement. Au bilan, les statistiques affichent un taux de guérison de plus de 95%, soit un taux d'occupation de lits de 1,9% pour un taux de létalité de 1,8% et un taux de sévérité de 0,5%. Présenter ainsi ces statistiques peuvent ne pas clairement laisser percevoir la menace de la résurgence de l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés. À l'analyse du nombre des cas confirmés, nous nous situons à 22 103 cas au 1er novembre 2020. Un mois après, c'est-à-dire le 1er décembre 2020, nous sommes passés à 24 189 cas, soit 2086 cas confirmés en l'espace de 30 jours. Par simple division, la moyenne nous donne plus de 69 cas par jour, ce qui reste tout de même préoccupant et invite à plus de vigilance et de sérieux. Ces chiffres sont tout à fait révélateurs de la situation réelle des régions de l'Ouest et du littoral, où des poches de réémergence du virus ont été découvertes. Faisant un état des lieux dans sa circonscription administrative, le gouverneur de la région de l'Ouest a d'ailleurs indiqué que dans la journée du 10 novembre 2020, le district de Penka-Michel a enregistré 17 nouveaux cas de Covid-19. Dans le même espace de temps, 5 cas graves étaient signalés à l'hôpital régional de Bafoussam, dont 2 placés sous oxygène. D'autres alertes sont émises par d'autres régions et le spectre d'une vague nouvelle de contamination n'est plus à exclure si les choses restaient en l'état, si nous continuons de ne pas admettre que le virus continue de circuler dans nos communautés, qu'il continue de faire des victimes et qu'il continue certainement de décimer peut-être silencieusement des membres de nos familles quelque part. L'actualité de l'évolution de la maladie dans les autres parties du monde, à l'instar de l'Amérique, de plusieurs pays d'Europe, de l'Asie, et même à côté de nous en Afrique, doit nous interpeller.
De nombreuses personnes ont été frappées par cette maladie dont le virus, selon les recherches, a connu une mutation génétique et s'est avéré plus agressif, au point de faire des victimes parmi une frange de jeunes qui étaient jusque-là considérés moins vulnérables. Ladies and gentlemen, our children have only been able to find their way back to school, colleges, high schools and university campuses, and exercise their fundamental rights of access to education because we have been able to contain the circulation of this virus. Economic activities, sporting and cultural meetings have resumed thanks to the determination of the various actors in the response chain to limit or even eradicate the COVID-19. However, the revival of various sectors of activities, while necessary, has resulted in an increase in the volume of social interactions. To this, we blame the indiscipline of some and the recklessness of others, which has created fertile ground for the resurgence of the virus. A resurgence that could be exponential if we are not careful. Given that the beginning of December is dedicated to end of year festivities. Nevertheless, important and imminent events inscribed in our national agenda, particularly the election of regional councillors, the African Nations Championship, could not be envisaged and maintained until we have shown our capacity of resilience. Also, it's more than imperative to change our behavior in the face of this COVID-19 resurgence. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous nous retrouvons dans une situation peu confortable que nous aurions pu donc éviter. En cette circonstance, le respect strict des règles barrières, dont la seule alternative de protection individuelle et collective efficace contre le virus. Nous l'avons ensemble expérimenté avec réussite. Nous pouvons recommencer. Nous devons d'ailleurs nous y remettre sans plus tarder. Ne faisons pas du temps un ennemi, mais plutôt notre allié. Dès à présent et plus que par le passé, avant de franchir le seuil de notre domicile, pour nous rendre à l'extérieur, posons-nous cette question générique. Est-ce que je respecte les mesures de sécurité sanitaire recommandées pour ne pas me contaminer moi et contaminer ensuite ma famille? En vous posant cette question, vous devez vous demander également, est-ce que j'ai arboré mon masque de protection? Est-ce que j'ai avec moi mon flacon de gel hydroalcoolique? Méfiez-vous de tout ce que vous rencontrez au marché, dans les grandes surfaces, au travail, dans le taxi, partout dans les lieux publics. Ils peuvent être porteurs du virus et pourraient vous infecter sans le savoir. Pour ce faire, pratiquez systématiquement la distanciation physique, même lorsque votre interlocuteur semble s'en détourner. Faites-leur savoir que vous tenez au respect des mesures barrières. Méfiez-vous également de vous-même en respectant les consignes accompagnant par exemple l'hygiène relative au port approprié du masque de protection individuelle. Autrement, si vous manipulez le masque qui empêche au virus de s'immiscer dans votre bouche, vos doigts pourraient le transporter à votre visage et faciliter le contact avec vos yeux, par exemple, et vous serez contaminé personnellement. De plus, reprenons avec le lavage des mains avec de l'eau coulante et du savon plusieurs fois par jour. Cette action régulière, assez suivie au cours des premières semaines de la survenue de la pandémie dans notre pays, a été salutaire, vous le savez tous, pour la lutte contre la propagation du virus. Nous invitons donc les leaders associatifs, les leaders religieux
les autorités traditionnelles à reconsidérer le dispositif des premières semaines de la riposte, aux maires et aux organisations diverses, aux volontaires de réactiver et d'intensifier les opérations de sensibilisation au sein de leurs communautés respectives. Gardons toujours à l'esprit cet avertissement de notre président de la République, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse à la nation le 19 mai dernier, qui disait, je cite, « La négligence d'un seul peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. » C'est dire que ceux qui hésitent, ceux qui s'obstinent, ceux qui abandonnent l'observance de gestes barrières nous font courir d'énormes risques. Nous sommes de nouveau en alerte. N'attendons pas que se produise le pire pour agir. Agissons maintenant, pendant qu'il est encore temps. Faisons du respect des gestes barrières, des réflexes de vie. Protégeons-nous, protégeons les autres, protégeons nos familles. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Cameroun. That was the Minister of Public Health. Mesdames et messieurs, je rappelle que si vous nous retrouvez à l'instant, ceci est la conférence de presse du ministre de la sur la situation de la riposte au VIH-Sida et au Covid-19 dans notre pays. Je rappelle que cette sortie du ministre de la Santé publique aux côtés du représentant personnel du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, d'une part, et des partenaires techniques et financiers d'autre part, s'inscrit dans le cadre de la démarche d'information, de communication et de sensibilisation permanente de l'opinion publique, ainsi que du devoir de transparence du gouvernement dont le chef est Chief Dr Joseph Dion Gouté. Et cela naturellement en conformité avec les très hautes directives du président de la République, son Excellence Paul Biya. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la seconde phase de cette conférence de presse. Il s'agit de recueillir vos préoccupations, repercutées ici par les professionnels des médias et précisément des journalistes qui ont fait le déplacement de cette salle des conférences du ministère de la Santé publique. Si cela vous convient, Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, peut-être devrions-nous prendre des séries de 3 questions et au terme des différentes séries, il conviendra à Monsieur le Ministre de répondre à sa convenance à vos différentes préoccupations. Monsieur le Ministre, je tiens avant toute chose à saluer la présence ici de Monsieur le représentant personnel du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Cela dit, je suis Jules Brice Ngaba. Je représente le journal Le Quotidien et certainement également le journal Le Pélican. Résurgence de la pandémie, la mobilisation s'impose, tel pourrait être le titre à la une de certains journaux. Monsieur le ministre, votre propos d'introduction a visé un volet important, celui de la sensibilisation des populations sur le fait qu'il faille rester vigilant afin de freiner la courbe de transmission de la maladie qui croît dans certaines régions. Seulement, monsieur le ministre, nulle part vous ne faites cas d'un éventuel recours à la répression, tel que c'est le cas dans certains pays du Nord où l'épidémie fait des ravages, si l'on s'en tient aux informations à nous proposées par certains médias de ces pays. Monsieur le ministre, dès lors que la répression a été écartée comme option de dissuasion des populations, qu'est-ce qui est fait donc à présent au niveau du gouvernement dont vous êtes le représentant sectoriel pour inverser la tendance, surtout lorsqu'on invoque le déploiement à son maximum de la stratégie de dépistage massif qui, elle, a pour objectif de déceler le moindre cas positif dans l'ensemble de nos régions et en appliquer la prise en charge diligente et certainement gratuite. Et tout à l'heure, vous évoquiez tantôt la décentralisation de la riposte. Permettez que je sorte donc par cette actualité traitée par un confrère de la place qui, parlant donc de la préparation du budget d'investissement public 2021, a titré « Manaouda à la trappe d'Alamine Ousmane May », évoquant dans ses colonnes un certain reproche à vous fait par votre collègue Tubidipat au sujet des dépassements budgétaires en violation donc des directives d'abord du chef de l'État et des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant code de la décentralisation. Confirmez ou infirmez-vous cette assertion, monsieur le ministre? Si oui,
De quoi s'agit-il? Sinon, de quoi cela retourne-t-il? Manaouda Malachi est-il devenu celui que ses collègues du gouvernement voudraient voir tomber? J'en ai terminé, je vous remercie. Jean-Baptiste Biaye, Prospective Nouvelle. Les régionales auront lieu la semaine prochaine. Monsieur le ministre, les fêtes de fin d'année arrivent. L'Auchan, c'est l'année prochaine. Quel est le plan de riposte du gouvernement de manière générale et du ministère de la Santé en particulier par rapport à ces échéances qui appellent une forte mobilisation des populations? Je vous remercie. Aris Robert Minchamaka, magazine Le Monde. Excellence, de sources généralement bien informées, le vaccin contre le coronavirus est un crime parfait contre l'humanité. En suivant attentivement les commentaires et les déclarations du professeur Jean-Bernard Toutillon et du docteur Serge Rader, il ressort que le vaccin que le nouvel ordre mondial veut nous imposer, reconnu sous l'appellation numéro WO 2020/060606A1, Microsoft, du milliardaire Bill Gates, n'a pas d'effet immédiat une fois qu'on vous l'a injecté. Mais plus tard, il détruit tout le système de défense de l'organisme. Bref, n'importe quelle maladie pourra vous emporter. Ce qui, ma foi, rendra nulle la lutte acharnée que mène son Excellence Chantal Biya contre les souffrances de toute nature et le sida. Ce qui est très grave dans cette scabreuse affaire, c'est la fameuse transaction financière qu'on évoque entre vous et cet organisme pour imposer ce vaccin qui tue aux Camerounais. En français facile, il est dit que vous aurez perçu des centaines de milliards pour nous infliger la mort. Bref, que vous représentez un danger pour ce département ministériel. Qu'en est-il exactement? Deuxième préoccupation, et c'est la dernière. Parlant de la gestion de ces milliards liés à la lutte contre le coronavirus, si vous étiez demandé d'en faire un bilan, il est négatif ou positif. Donnez-nous les raisons dans la mesure où le reproche vous est fait là-dessus par vos collaborateurs, une fois de plus et en français facile. Ces derniers racontent à qui veut les entendre que la gestion des fonds liés à cette pandémie est une affaire de copains-coquins, où on retrouve beaucoup plus de professeurs de langue que de professionnels de la santé, et que même la communication dans cette affaire est gérée par votre cousin du village. Je vous remercie. Alors, je voudrais d'abord remercier les uns et les autres pour leur intérêt, n'est-ce pas, pour cette question, que ce soit de riposte au VIH ou de riposte au Covid-19 dans notre pays. D'ailleurs, il ne peut en être autrement parce que nous avons tous participé à ce plan de riposte. Et si aujourd'hui nous avons les résultats que nous avons, ce n'est pas simplement le gouvernement, ce n'est pas simplement le ministère de la Santé, ce n'est pas simplement le président de la République, mais c'est nous tous, sur le leadership du président de la République et l'évaluation hebdomadaire de monsieur le premier chef de gouvernement. Donc, je voudrais d'emblée vous remercier pour cette action conjuguée des uns et des autres. Maintenant, en l'absence d'une répression, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir continuer toujours à obtenir de nos compatriotes l'observance des mesures barrières? Je pense que je m'étais déjà longuement, n'est-ce pas, penché sur cette question. Les instructions, les très hautes instructions de monsieur le président de la République sont claires à ce sujet. Il ne s'agit pas d'obtenir de force l'observance des mesures barrières, parce qu'autrement dit, si vous ne l'avez pas tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Parce que l'expérience a déjà été faite ailleurs, où on a vu des cellules se remplir, et puis après on a relâché encore tout le monde puisqu'on n'avait plus là où les mettre. Donc je crois qu'il y a ici un problème de fond. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles monsieur le président de la République nous a demandé d'intensifier la sensibilisation. Il faut en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Et si vous voyez, rappelé tout à l'heure,
la phrase que le président a rappelée dans son message le 19 mai dernier. Il suffit de la négligence d'un seul pour que nous ayons une propagation à notre pareil. Et donc, je crois qu'ici, ce que nous faisons, c'est que nous avons une stratégie que vous avez très bien identifiée, le testing massif. Nous adossons à cette stratégie en relation avec les administrations techniques concernées, une sensibilisation de nos compatriotes pour que nous, de manière technique, nous puissions faire de la surveillance et de la détection précoce des cas dans la communauté et puis la prise en charge adéquate dans cette lutte. Je rappelle ici que l'évaluation d'une épidémie, généralement, on regarde l'élément décès. Et c'est pour ça que nous mettons un accent sur le relèvement du plateau technique, le relèvement des unités de réanimation au cas où, n'est-ce pas, au cas où nous avons une deuxième vague, pour que nous ne puissions pas avoir ce qui s'est fait d'ailleurs. Donc c'est pour cela que je crois que nous avons mis un accent sur la sensibilisation, sur la responsabilisation des uns et des autres. Maintenant, s'agissant de la décentralisation, vous avez évoqué une question qui me semble avoir fait de l'actualité, comme vous le dites, mais il n'en est absolument rien. Je voudrais simplement dire que c'est d'ailleurs de la légitimité pour chaque département ministériel d'en avoir plus, parce que nous avons beaucoup plus d'ambition, nous avons beaucoup plus d'activités à conduire. Donc si nous sollicitons davantage, ce n'est pas une faute. Mais nous avons des instances qui valident et qui arbitrent et qui donnent, qui décident le moment venu. Alors, comment pensez-vous qu'un département ministériel dont on a validé le budget puisse aller au-delà? Ce n'est pas possible. Encore que nous sommes en train de passer à l'Assemblée et c'est une fois le budget adopté au niveau de l'Assemblée nationale qu'on peut dire voilà le budget de tel département ministériel. En l'état actuel, nous ne pouvons pas penser à un dépassement quelconque. Et je voudrais simplement rappeler à ce sujet que la cohésion gouvernementale est nette, elle est claire. La solidarité gouvernementale est nette, elle est claire. Il ne s'agit pas d'un tel ou d'un tel autre qui serait à la trappe ou ne pas être à la trappe. Nous avons un seul et même gouvernement qui est chapeauté par le premier chef du gouvernement et nous entendons agir à l'intérieur de ce gouvernement selon les règles institutionnelles de validation des budgets des uns et des autres. Vous savez très bien que c'est le président de la République qui fixe le cap. Et après ça, maintenant, les budgets se préparent. Donc, sur ce point, je crois que c'est trop tôt de conclure activement à ce que j'ai lu quelque part dans les médias. S'agissant de la question de M. Jean-Baptiste Biaye sur les régionales, les fêtes de fin d'année, le Chan, quel est le plan de riposte du gouvernement? Le plan n'a pas changé. Nous avons gardé notre stratégie, qui est la stratégie des 3 T. Nous allons traquer, c'est-à-dire faire de la surveillance active dans les communautés. Et c'est pour cela que nous avons demandé à chaque leader religieux, à chaque autorité administrative, à chaque leader d'opinion et à tout le monde de pouvoir s'investir dans cette lutte. Comme cela a été au départ, parce que souvenez-vous, au mois de mars, d'avril, de mai dernier, nous avions tous été dans cette bataille. Et c'est pour ça que nous avons reçu nous avons eu ce résultat. Aujourd'hui, nous devons repartir. Nous devons repartir et donc notre plan de lutte n'a pas changé. Le plan de riposte reste le même, la stratégie reste la même. C'est de traquer, de tester massivement. Et vous avez suivi que sur très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, nous avons été appelés à faire du testing systématique dans nos aéroports, dans les portes d'entrée. Et donc, nous continuerons au travers de nos compatriotes qui sont sur le terrain à traquer. Maintenant, nous allons également tester et traiter. Traiter, je l'ai dit tout à l'heure, nous mettons un accent particulier sur le relèvement des unités de réanimation, des plateaux techniques dans nos formations sanitaires, de manière à être capable, au cas où il y a une alerte, où il y a quelque chose qui reviendrait, que nous puissions être en mesure de prendre sereinement en charge nos compatriotes à ce stade-là. Et puis,
À côté de cela, maintenant, vous avez le plan de communication institutionnelle gouvernementale qui est conduit par le ministre de la Communication. Ce plan, d'ailleurs, va se poursuivre, va s'intensifier et nous sortons d'une concertation où le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, m'a encore redit, n'est-ce pas, sur son plan pour pouvoir intensifier la communication autour, pour mieux couvrir ces périodes de fête, ces périodes de Chan et puis les régionales qui arrivent. S'agissant de la troisième question sur le vaccin et notamment sur une certaine transaction qui aurait eu entre moi et certaines firmes, je pense que c'est me donner trop de pouvoir dans le cadre de cette affaire. Et il me semble que les seuls éléments qui doivent guider, n'est-ce pas, notre entendement, notre, j'allais dire, jugement dans cette affaire, c'est des éléments scientifiques. Il n'y a pas autre chose. Lorsque nous parlons de vaccins, on ne peut pas fantasmer. On ne peut pas faire parler nos égos ou faire parler autre chose. Nous n'avons que le volet scientifique. Et sur la question de vaccin contre le Covid, d'ailleurs qui est d'actualité, parce que vous suivez, comme moi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les médias internationaux, vous suivez très bien le débat qui se passe en ce moment. Et je vais aller plus loin, parce que ce vaccin a été déjà précommandé par certains pays africains. Vous le savez très bien, le Maroc a dit qu'il sera parmi les premiers à avoir ce vaccin cette année ou au début de l'année prochaine. Ce vaccin a été précommandé par la Guinée équatoriale, par l'Afrique du Sud, l'île Maurice. En réalité, le vaccin va être une question de moyens financiers pour les pays. Et les firmes entendent donner à ceux qui payent cash. Je m'attendais à ce que la question soit libellée autrement. Comment allons-nous faire, nous qui n'avons pas assez de moyens, comment allons-nous faire pour avoir également accès au vaccin contre le Covid? C'est ça la question que j'attendais. Et sur cette question, nous avons notre partenaire, notre organisation habituelle qui est Gavi, qui entend aider les pays dont les revenus ne sont pas susceptibles de leur permettre d'accéder directement à ce vaccin. Et même là encore, ça ne sera pas pour couvrir une grande majorité de personnes parce que ce vaccin sera trop prisé de toutes les manières. Et donc, je crois qu'ici, nous devons entendre, nous devons plutôt communiquer dans le sens de dire, nous aussi, nous avons besoin de ce vaccin. Et j'entends dire sur les réseaux sociaux que on va mettre des particules à l'intérieur du vaccin qui vont faire ci, qui vont faire ça. Nous avons saisi le conseil scientifique sur la question. Nous avons une instance qui s'occupe de l'aspect éthique, de l'aspect technique des vaccins au Cameroun qui s'appelle le NITAG. Et nous avons demandé au conseil scientifique au NITAG de se mettre ensemble, d'étudier un avis. Ce travail est en cours. Mais tout ce que je peux vous dire, de ce que le conseil scientifique m'a également dit, c'est que si nous introduisons une particule dans un vaccin et qu'on nous vaccine, ce que nous avons introduit comme particule dans le vaccin devient un corps étranger. Et scientifiquement, les professeurs que nous avons nous disent tout corps étranger qui se retrouve quelque part dans notre organisme est systématiquement évacué. Alors comment allez-vous expliquer que nous allons mettre une puce qui va détruire tout l'organisme? Et d'ailleurs, quel en serait l'objectif si nous tuons toutes les personnes qui sont sur la Terre, puisque ce ne sera pas que le Cameroun qui va avoir droit à ce vaccin. D'ailleurs, nous serons certainement les derniers. Alors, si nous mettons, j'espère que non, mais si nous mettons dans la perspective que ce vaccin va détruire tout le système immunitaire de l'organisme, ça signifie que nous allons tuer tous les habitants de la Terre. Et donc, le volet recherche ou gain financier que vous avez mis adossé à cela ne tient plus. Puisque si vous n'avez pas des habitants sur la Terre, comment allez-vous faire de l'argent?
Qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? Parce que l'argent n'est nécessaire, n'est utile que lorsqu'il y a l'autre en face. Et donc je pense que nous devons contribuer à expliquer aux uns aux autres, à éviter cette désinformation que nous avons sur les réseaux sociaux. Nous devons également recouper toute information allant dans ce sens. Et je voudrais aussi inviter nos compatriotes, lorsqu'il s'agit des questions de maladies, des questions de vaccins, des questions de scientifiques, nous avons 2 organismes qui sont institutionnellement reconnus pour nous donner la meilleure information. C'est l'OMS, c'est CDC que nous avons ici. Allons vers ces 2 institutions et posons-leur la question de quoi s'agit-il. Mais ne nous arrêtons pas à des déclarations sur les réseaux sociaux qui n'ont aucune valeur de toutes les manières. Donc je souhaite le dire et clairement à ce niveau que pour le moment, il n'est pas question, ce débat n'est pas en cours dans notre pays, mais nous souhaitons certainement que ce débat s'ouvre et que des dispositions soient certainement prises pour que nous aussi, nous ayons le moment venu accès au vaccin. Mais il y a des pays qui vont déjà faire le vaccin. Je peux citer les États-Unis, qui ont administré les premières doses au mois de décembre 2020, donc dans quelques jours. Je suivais encore ce matin que la France va également le faire au plus tard en janvier. Et ils ont déjà mis en place un plan de vaccination avec des priorités, parce qu'en réalité, ça sera trop prisé. Donc je crois qu'il est important que nous ne cédons pas à la désinformation, que nous portons la meilleure information à nos compatriotes, pour que le moment venu, que nous soyons tous au rendez-vous et en souhaitant simplement que les choses se passent de la plus belle de manière chez nous. Encore que si nous sommes tous responsables, nous sommes tous disciplinés, nous suivons les mesures barrières qui sont édictées, nous n'aurons même pas besoin de ce vaccin. Parce que si la situation actuelle qui fait quand même état de ce que nous avons une très bonne résilience, nous pourrons ne pas avoir besoin de ce vaccin. Et donc tout dépendra de nous, de comment nous nous comportons vis-à-vis de cette pandémie. Et si nous poursuivons nos efforts, je crois que ce sera bien pour nous. Maintenant, l'autre question, est-ce que je trouve que notre lutte est appréciée ou pas? Est-ce que c'est négatif ou c'est positif? La gestion des affaires se fait entre les copains et les cousins. Je crois qu'on peut élever le débat. Je pense qu'on peut élever le débat. On peut ne pas s'arrêter à ce niveau-là et regarder les choses avec beaucoup de hauteur, beaucoup d'objectivité surtout. Parce que c'est possible aujourd'hui d'apprécier ce qui est fait. C'est possible d'apprécier ce qui est fait. C'est possible de voir même comment les choses ont été faites parce que nous avons tous, vous savez, si vous regardez simplement les communiqués qui ont été rendus au public, vous avez toute la gestion du Covid au Cameroun. Vous avez tout ce que nous avons reçu comme don en nature. Nous avons reçu des concours en numéraire. Nous les avons publiés également. Et puis on a publié l'ensemble des personnes, c'est-à-dire les entreprises qui ont gagné des marchés, le montant de marché, la nature de ce marché-là, la date de signature de leur contrat, les bénéficiaires finaux de ces contrats-là. Je pense que nous avons tout rendu public. Et au regard de cela, je l'ai dit dans mon propos liminaire, le Fonds mondial est revenu sur cette transparence de l'État du Cameroun. L'Organisation mondiale de la santé est revenue sur notre manière de gérer cette pandémie. Et donc, je crois qu'il est important, n'est-ce pas, de reconnaître les efforts du gouvernement, de valoriser la stratégie de riposte du Cameroun. Parce que, comme je l'ai dit, cette stratégie n'existe nulle part. C'est une voie, et une voie unique que le président de la République, son excellence Paul Biya, lui m'a tracée. Vous savez que nous, on n'a pas fait le confinement strict. On ne l'a pas fait. Or, certains continuent de le faire. Nous, on n'a pas pris certaines options. Le couvre-feu, on n'a pas pris tout cela. Le président de la République, dans sa sagesse habituelle,
a dit voilà comment le Cameroun va se comporter. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a que les Camerounais qui reconnaissent que cette pandémie n'a pas été bien gérée. Il n'y a que les Camerounais, malheureusement, certains Camerounais, je veux dire, malheureusement. Parce que, en ce qui concerne nos partenaires techniques et financiers, en ce qui concerne les organisations internationales, en ce qui concerne d'autres pays voisins ou lointains du Cameroun, tous nous demandent comment nous avons fait, comment nous avons procédé, quelle a été la stratégie de lutte du Cameroun. Nous venons de recevoir le président de CDC Africa. Mais le directeur me l'a demandé, il m'a dit on venait au Cameroun pour voir la stratégie du Cameroun et partager avec les autres. Alors comment penser que cette gestion a été calamiteuse? Cette gestion s'est faite entre copains, c'est pas moi, cousins du village. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Élevons le débat. Essayons pour une fois que les choses se passent devant tout le monde. Essayons d'appréhender cela. Essayons d'apprécier ce que le gouvernement fait. On n'est pas obligé lorsqu'on est de l'autre côté. Je ne vais pas parler de partis politiques. Mais lorsqu'on est de l'autre côté de l'opposition, on n'est pas obligé de tout peindre en noir. On vit dans un pays. Nous devons apprendre à reconnaître que notre pays pose des actes, fait des choses, que notre président de la République conduit des projets qui vont jusqu'au bout et qui produisent des fruits. Soyons honnêtes et reconnaissons cet état des choses. Voilà ce que je voulais dire pour les 3 questions qui m'ont été posées. Je m'excuse si je suis allé un peu plus loin dans sur la dernière question, mais c'était nécessaire. Parce que nous devons apprendre à lire avec objectivité. L'une des choses importantes à retenir au terme de cette première série, c'est que, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, s'il fallait tenir compte de la puissance financière des États à travers le monde, certes, nous ne serions pas les premiers, mais nous devons faire confiance au chef de l'État et au gouvernement qu'il a mis en place pour pouvoir, nous aussi, acquérir ce vaccin au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Ladies and gentlemen, we are going to move to the next point of this, the second phase of this preoccupation. I think we need to take three other questions. Les 3 prochaines, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre, de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Franck-Cédric Bolamo. Je représente le journal Réalité Plus. Monsieur le ministre, au regard de l'impact négatif de la COVID-19, qui a entraîné la fermeture des frontières et la suppression des vols aériens, causant ainsi une pénurie des antirétro-viraux dans nos formations hospitalières. Comment avez-vous continué à prendre soin des malades infectés par le VIH-Sida? Si vous avez procédé par un traitement par substitution, connaissant le caractère mutant du VIH-Sida, quelle garantie pouvez-vous nous donner que ce dernier ne constituera pas un danger pour les malades? Merci. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Je suis Joseph Mbengboum, journaliste scientifique et directeur du journal Éco-Santé. Monsieur le ministre, selon les directives de l'ONU-SIDA, nous sommes en 2020 et 2020 devrait marquer l'évaluation de la mise en œuvre des 3,90. Donc 90% des personnes connaissant leur statut sérologique, 90% des personnes connaissant leur statut sérologique sous traitement et puis 90% effectivement qui continuent leur traitement jusqu'au bout. Je voudrais savoir au regard aujourd'hui des données que nous avons, la courbe de la séroprévalence a considérablement baissé. Nous sommes à moins de 3%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on fait cette évaluation, est-ce que le Cameroun a atteint les 3,90? Et nous savons que pour les 10 prochaines années, à l'horizon 2030, ça sera l'objectif pour les 3,95. Et on parlera bien évidemment de l'élimination. Est-ce que à ce niveau nous sommes, et selon les nouvelles directives, pensons-nous que le pays soit capable d'atteindre les 3,95
à l'horizon 2030? Si oui, comment? Quelle sera la stratégie gouvernementale avec ses partenaires? Et vous l'avez relevé à plusieurs reprises tout à l'heure en félicitant l'action gouvernementale en matière de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Bien évidemment, on le reconnaît, les différentes instances internationales, à l'instar du Fonds monétaire international, a félicité le Cameroun, la CDC également, et bien d'autres organisations. Mais aujourd'hui, les Camerounais se posent la question, est-ce que la pharmacopée traditionnelle n'a pas joué un rôle important dans la lutte contre cette pandémie? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu des résultats de façon concrète. Nous savons par exemple que le médicament de Monseigneur Cléda, vous avez dépêché une équipe à Douala pour faire des prélèvements. On n'a pas eu de retour. On se pose la question aujourd'hui, finalement, la place de la médecine traditionnelle dans la lutte contre cette pandémie. De l'avis de plusieurs, il faudrait aujourd'hui peut-être explorer, expliquer davantage sur cette médecine traditionnelle. Et puis au moment où effectivement il y a la reprise de la pandémie de l'autre côté, on se pose quand même des questions. Est-ce qu'il n'est pas temps de renforcer les mesures comme au début, en mars ou en avril, au niveau de nos frontières, au niveau des aéroports, parce qu'il faudrait le reconnaître qu'il y a eu une sorte de relâchement aussi, surtout dans les portes d'entrée du Cameroun. Et nous nous souvenons que c'est toujours des vols venant de l'étranger qui avaient tout de même augmenté le nombre de cas au Cameroun. Est-ce que, parlant des mesures barrières, des mesures de riposte, est-ce que l'accent ne devrait pas être mis aujourd'hui au niveau des portes d'entrée du Cameroun? Je parle des aéroports, en particulier Yaoundé, Douala, et puis les autres portes d'entrée de notre pays. Voilà en fait quelques préoccupations qui tarautent davantage l'esprit des Camerounais aujourd'hui. Je vous remercie et je ne saurais terminer sans reconnaître que ce soit pour le VIH, nous sommes partis de 4,3% en 2011 pour 2,7% selon les derniers chiffres que nous avons. Je pense que c'est un excellent bond. Tout comme le Covid, vous l'avez dit, nous venons de participer à une évaluation des journalistes africains là-dessus. On reconnaît que le Cameroun fait partie, si ce n'est l'un des meilleurs pays en matière de gestion, mais ces préoccupations que nous venons d'évoquer quand même tarautent l'esprit et nous pensons que surtout la médecine traditionnelle, il faudrait que le gouvernement nous en dise davantage. Merci. Timothée Somba, quotidien La République Presse. Monsieur le ministre, dans un post devenu viral sur les réseaux sociaux, le directeur du Centre Pasteur a semblé entrevoir une piste de résilience extra ou alors métaclinique des Africains. Au-delà de la gestion gouvernementale du Covid universellement félicité, des études ont-elles été menées vers plus d'informations sur une capacité immunogénétique des Noirs, surtout des Noirs d'Afrique, à résister au Covid-19? Merci. Pour prendre la première question qui concerne la pénurie des ARV, Monsieur Franz-Éric nous a demandé comment nous avons géré les malades, les personnes vivant avec le VIH-Sida pendant cette période. Je voudrais dire que en termes de pénurie, nous n'avons pas beaucoup ressenti cette pénurie-là. Nous avons eu quelque chose qui a signalé en ce qui concerne la troisième ligne. Mais en réalité, très vite, cela a été rattrapé. Ce que nous avons fait qui n'était pas ordinaire, c'est que au lieu de donner un traitement d'une semaine ou d'un mois, nous avons donné plus de traitements aux personnes vivant avec le VIH pour qu'on ne soit pas toujours en train de les avoir dans les formations sanitaires ou dans les centres de prise en charge. En réalité, vous savez que c'est des personnes de groupes vulnérables pour ce qui est du Covid-19. Et c'est pour cela que nous avons donné suffisamment de jours de traitement à ces personnes pour qu'elles-mêmes elles se confinent à la maison et soient moins en présence des
des personnes qui pourraient, n'est-ce pas, être porteurs de virus. Donc, est-ce qu'on a eu à faire des substitutions? Non. Est-ce qu'on a mis en danger leur vie? Je ne pense pas. Donc, nous avons sur ce point-là, et d'ailleurs, je l'ai dit dans le cadre de mes propos introductifs, cette période a été très délicate, mais nous avons, avec l'aide des uns et des autres, l'aide technique et financier, pu gérer cela sans qu'il y ait une répercussion immédiate et un impact négatif sur ces groupes. S'agissant de la question, à plusieurs volets d'ailleurs, de M. Mbengmoum, je voudrais dire sur la première, est-ce que vous avez atteint les 3,90? Certainement non. Nous avons atteint et dépassé le premier 90, parce que nous sommes allés au-delà de 94, je crois 96, pour ce qui est du premier 90. Nous n'avons pas atteint le deuxième 90, nous sommes encore autour de 68, je pense, et nous n'avons pas atteint le troisième 90. Mais les choses sont en train de se renforcer. Les méthodes que nous avons, les démarches que nous avons sont en train de se renforcer pour que nous puissions, à l'horizon 2030, atteindre les 95-95. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons introduit les autotests. Et je pense qu'avec cela aussi, nous pouvons mettre en place un mécanisme qui permet aux uns et aux autres de connaître leur statut et de pouvoir accepter de venir se mettre sous traitement afin de pouvoir aussi rendre indétectable leur charge virale. Nous avons cette opération de Use-a-Fizz qui sont également des dispositifs qui nous permettent de récupérer les perdus de vue. Parce que vous savez très bien qu'il y avait des personnes vivant avec le VIH-Sida qui n'arrivaient pas à se mettre régulièrement ou normalement sous traitement parce qu'ils n'avaient pas des moyens financiers pour faire la charge virale, pour faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, comme le chef de l'État a décidé de la gratuité de Use-a-Fizz, nous avons récupéré un certain nombre de perdus de vue. Et donc, des stratégies sont en cours pour nous permettre, normalement, si tout se passe bien, d'atteindre les 95, donc synonyme de l'élimination à l'horizon 2030. Second volet de cette question, est-ce que la pharmacopée traditionnelle n'a pas joué un rôle important? J'allais dire certainement, ça a joué un rôle important. Mais ne nous leurrons pas. Ce n'est pas une potion traditionnelle qui guérit aujourd'hui. Nous avons un protocole de soins validé par le conseil scientifique. Nous nous en tenons à ce protocole. Maintenant, tout ce qui ne tue pas, on peut céder. Nous pouvons prendre toutes les potions que nous voulons, qui ne tuent pas et que nous avons l'habitude de prendre. Parce qu'en réalité, il s'agit de doper l'organisme, c'est-à-dire de faire en sorte que l'immunité soit beaucoup plus active. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Et même à titre simplement psychologique. Le seul fait que nous prenons cette potion-là, on se dit, bon, ça peut nous guérir, ça dope notre organisme, ça donne un terrain fertile, n'est-ce pas, à notre protocole de soins validé officiellement de pouvoir agir. Et donc, je voudrais clairement dire ici que ce n'est pas nos médicaments traditionnels améliorés qui nous guérissent, mais ça contribue à notre plan de guérison. Parce que nous devons nous en tenir pour le moment à ce qui a été validé par le conseil scientifique et donc un protocole de soins officiel qui a été rendu public d'ailleurs. Maintenant, autour, il y a des choses que nous faisons. D'autres pensent même que c'est le sport qui les a guéris. Et donc, parce qu'ils ont fait beaucoup de sport lorsqu'on les a déclarés séropositifs, et ils disent, bon, nous avons été guéris parce qu'on a fait beaucoup de sport. Pourquoi pas? Donc, je crois qu'on peut se faire aider, mais pour le moment, nous avons un protocole de soins officiel qui a été validé par le conseil scientifique. Nous en tenons à ce protocole. Nous n'avons pas de résultats définitifs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu obtenir des promoteurs de ces médicaments traditionnels améliorés, des dossiers qui nous permettent de nous pencher sur les trois éléments que nous recherchons. Nous avons même facilité la procédure, nous avons facilité leur homologation, nous avons rendu gratuit le dépôt des dossiers et l'analyse des dossiers.
Mais je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un seul dossier d'homologation d'un médicament traditionnel amélioré dans le cadre du Covid. Nous avons tous ces produits, toutes ces potions qui ont été mises sur le marché, mais en réalité, nous n'avons pas reçu un dossier. Nous faisions, il y a cela quelque temps, le point sur cette question, et un des participants a dit, bon, peut-être comme ils ont déjà mis sur le marché et ça se vend bien, si aujourd'hui on déclare ce médicament non efficace, ils vont perdre un peu en termes financiers. Vous voyez, nous revenons toujours, comme pour le vaccin, nous revenons toujours à l'élément financier. Et donc, je crois que nous gagnerons, nous-mêmes pour notre science, pour notre système de santé, à ce que les promoteurs de ces MTA puissent constituer un dossier, déposer un dossier et nous permettre d'aller de l'avant dans le cadre de cette pandémie. N'est-il pas temps de renforcer les mesures au niveau des aéroports parce que nous avons constaté de relâchement? Je crois que le relâchement n'a pas été constaté au niveau des aéroports. Et si vous avez bien vu, les aéroports ont continué à faire de la surveillance active. Le relâchement, c'est plutôt dans nos communautés. Et aujourd'hui, tel que nous avons mis en place, nous avons déployé, parce qu'il y a une entreprise qui fait de la surveillance dans nos entreprises, Meditest, qui fait de la surveillance dans nos portes d'entrée, notamment aux aéroports de Douala et Yaoundé aujourd'hui, qui a déployé des équipements extraordinaires pour la détection, pour la décontamination, pour la surveillance au niveau de nos aéroports. Je crois que le risque aujourd'hui n'est pas dans nos aéroports. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a demandé que nous testions systématiquement tout passager qui débarque au Cameroun. Et cela est effectif depuis quelque temps. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous arrivons quand même à avoir 2-3 cas positifs, simplement. Par contre, dans les communautés, nous avons une légère poussée. Et donc ici, le risque davantage n'est pas toujours là où nous pensons. Donc il faut que nous reprenions le respect strict des mesures barrières, que nous portions systématiquement nos masques. Le reste, laissez l'État faire, parce que faites confiance au gouvernement qui sait où agir, comment agir et jusqu'où y aller. Donc, faisons simplement ce qui nous revient comme responsabilité et laissez la part du gouvernement, le gouvernement va le faire. La troisième question a concerné les pistes, ce qu'il appelait métaclinique des Africains, en disant que est-ce que nous avions fait des études? Est-ce qu'on ne devrait pas voir si la résistance naturelle des Noirs d'Afrique, parce qu'il a précisé des Noirs d'Afrique, je crois qu'il ne faudrait pas que nous nous livrons à des exercices intellectuels qui ne nous permettent pas d'avancer. Laissons la science faire. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en route, n'est-ce pas? Il y a des études qui sont mises en route. Laissons ces études se faire. Mais si nous concluons aujourd'hui, par exemple, que non, c'est parce que nous sommes Noirs d'Afrique que nous sommes résistants au virus, nous allons être avalés par la pandémie. Je vous le dis, parce que nous allons être moins regardants, nous n'allons pas respecter, nous n'allons pas mettre nos masques, parce qu'on va estimer que de par notre peau noire d'Afrique, nous sommes immunisés. Alors là, nous allons être pris de plein fouet par cette pandémie. Autant mieux vaut respecter les mesures barrières. Nous l'avons dit ici, la seule manière de vivre avec le virus, c'est de respecter les mesures barrières. La seule manière d'empêcher qu'il y ait une contamination à l'échelle, la seule manière de couper la chaîne de transmission du virus, c'est de respecter les mesures barrières, c'est de porter systématiquement nos masques lorsque nous entrons dans des espaces publics. C'est la seule manière. À des moments, même quand je suis à la maison, chez moi, je porte le masque. Parce que je me soupçonne et je soupçonne tous ceux qui sont en face de moi. Ça, je peux vous le dire. Et ils vont mieux le faire.
Il vaut mieux soupçonner tous ceux qui sont en face de vous. Pour mieux vous protéger et protéger ceux qui sont en face de vous, soupçonnez-vous les uns les autres. Ça, c'est un conseil d'amis que je vous le donne. C'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'on va couper la chaîne de transmission. Mais si nous pensons que, comme ce n'est pas écrit sur les faces, je connais un tel, je pense qu'il ne doit pas avoir. Mais comment, alors qu'il est porteur du virus, comment nous allons savoir? Il y a même ceux qui se livrent à des tests anticorps. Parce qu'ils sont allés quelque part, on leur a vendu un test anticorps, il se met dans sa chambre, il voit il est séronégatif, il a IgG négatif, IgM négatif, il se dit bon, ça va, je ne suis pas porteur de virus, mais vous pouvez être porteur du virus. C'est pour ça que nous disons que les tests anticorps ne sont pas les tests de diagnostic pour nous. Ça peut servir, comme c'est actuellement, à faire de la recherche, pour chercher autre chose. Le taux de contamination, le niveau de circulation du virus dans la communauté, mais ça ne peut pas être un test de diagnostic. Parce qu'au moment où on vous diagnostique, on vous fait un test anticorps. Vous pouvez être porteur du virus, il y a cela 4-5 jours, mais vous êtes négatif. C'est pour ça que nous parlons des tests antigènes. Nous parlons de la PCR. Le test par excellence, c'est la PCR. Mais nous avons également les tests de dépistage rapide antigène qui jouent le rôle de diagnostic. Mais notre algorithme prévoit que même là, normalement, nous devons faire une confirmation, une deuxième test si jamais c'est négatif. Parce qu'en termes de sensibilité, nous ne sommes pas à 100%. Donc, je crois qu'ici, laissons aux scientifiques le soin de nous dire des choses. Mais vous pouvez en être rassurés. Pour les Noirs qui ne sont pas de l'Afrique, ça a été fait. Et ce n'était pas ça. Parce que si vous allez aux États-Unis, ceux qui ont le plus souffert du Covid, qui ont été les plus décimés, c'est la communauté noire. Malheureusement pour nous. Et donc, au départ, c'est que nous avons pensé être une maladie de l'hiver. Et donc, comme nous, on a le soleil ici, ça ne va pas nous entendre. Non, ce n'est pas vrai. Donc, tout préjugé sur cette maladie doivent être mis de côté et faisons simplement confiance à la science. Et comme la science nous dit la seule manière aujourd'hui de nous prévenir, de nous prémunir contre cette maladie, c'est le respect des mesures barrières et le port systématique des masques. Il faut nous en tenir à cela pour le moment. Et je répète encore, je vous redis, mon conseil, c'est que soupçonnez-vous les uns les autres dans le cadre de cette maladie. Parce que celui qui est en face de nous peut être porteur sans que lui-même ne soit au courant, sans que nous ne soyons au courant, et il peut nous filer cette maladie-là. Or, nous ne savons pas quel est l'état exact de notre santé. Lui, il peut être un porteur sain. Nous avons une comorbidité. Et du coup, lorsque nous prenons le virus, on a des propensions à faire la forme la plus sévère. Et donc, je voudrais insister sur la responsabilité des uns et des autres dans le cadre de cette lutte. Il y a eu relâchement au niveau des communautés. C'est le moment de nous ressaisir. C'est le moment de revenir, n'est-ce pas, au respect des mesures barrières et au port systématique des masques. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà donc... c'est la fin de cet exercice, je voudrais dire, de ce devoir du gouvernement de rendre compte de ce qui se passe sur le plan sanitaire pour assurer les populations. Et souvenons-nous, le ministre de la Santé l'a dit, aujourd'hui, porte-parole ou porte-voix du gouvernement, il faut faire confiance à l'État du Cameroun, il faut faire confiance au chef de l'État dont la préoccupation majeure est la santé des Camerounais. Il faut faire confiance aux soldats de la santé qui chaque jour donnent de leur vie pour sauver la nôtre. Faisons-nous confiance, mais soupçonnons-nous pour être plus prudents. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre patience. Merci de nous avoir écoutés. Nous disons merci au plénipotentiaire du ministère de la Communication et à tous les partenaires ici présents. Que Dieu bénisse notre pays et à très bientôt.